Et nous sommes là. Bienvenue sur Oui, je sais, je parle trop. Bonsoir à tous et à toutes. Et peut-être bonjour, je ne sais pas à quelle heure il est lorsque vous regardez cette vidéo. Mais bienvenue dans votre émission hebdomadaire. J'ai cherché le mot, je ne sais pas pourquoi. Je le dis toutes les semaines, mais voilà. J'ai perdu. Donc on est lundi 6 juin, Pentecôte. C'est la 10e aujourd'hui. Et je me dis, waouh, ça fait 10 déjà. Euh, 10 émissions, 10 semaines que l'on fait ça ensemble. Et je suis content parce que l'énergie est toujours là et il y a toujours plus de livres. Je pensais que le challenge le plus fort serait finalement de lire plus, mais voilà. Donc je fais cette émission pour vous où je vous présente des concepts qui viennent de livres et tout ça. Mais avant tout, euh, n'oubliez pas, c'est une vidéo tous les lundis. Voici un exemple des livres qu'on aborde, hein. Vous avez vu, c'est un petit peu varié. Ce sont des livres de non-fiction, mais la chose la plus importante, c'est juste là, là. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Comme ça soutient la chaîne. Et puis, ça permet en fait de grossir un petit peu la communauté. Et puis, c'est une façon aussi de me montrer que vous aimez ça. Et puis, voilà. Sachant que je vous prépare des choses très intéressantes euh, pour le futur. Donc voilà, la semaine dernière, on a parlé de ça. C'est le livre de Daniel Kahneman. On a parlé d'émotions, on a parlé de comment elles affectent, enfin quel est leur rôle et comment ça affecte aussi euh, notre quotidien, notre place dans la société. Donc, je vous recommande. C'est un très 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 bon ouvrage. Donc, Intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Et si vous voulez voir, allez-y, hein, c'est la vidéo de la semaine précédente. Je la mettrai en vignette. Voilà. Ce soir, on va vous parler de ça. Donc, l'éléphant dans le cerveau. Alors, si vous ne connaissez pas l'expression, c'est une expression anglaise, euh, anglophone, qui signifie en gros, vous savez, ce malaise qu'il y a quand il y a une conversation avec plein de personnes et qu'on n'ose pas aborder un sujet, mais pourtant le sujet il est là et tout le monde l'a en tête. Et les anglophones souvent disent il y a un éléphant dans la pièce. Donc c'est ça en fait. Et à quoi fait finalement référence ce titre? Ce sont tous les motifs, les motivations, les sujets, enfin les réelles motivations que nous avons, mais que nous n'avons pas conscience. Et voilà. Encore une fois, c'est pas une critique de livre, c'est une recommandation. C'est un livre que j'ai lu pour vous et que voilà, je pense qu'il est intéressant pour vous de lire. Donc je vous fais un, un rapide, en coup d'éclair, un coup d'œil. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire au sujet des auteurs, avant de commencer. Donc, nous avons deux auteurs, Kevin Simler et Robin Hanson. Je pense qu'ils sont tous les deux spécialisés dans la psychologie. Donc, cette fois-ci, on sera moins euh, on sera moins dans le type de science, neurosciences, vous savez, où là, effectivement, on aura des études un petit peu plus approfondies du cerveau, même si, évidemment, la psychologie recoupe d'autres disciplines. Voilà. Mais je pense qu'ici, on sera un peu plus sur de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie aussi, dedans. Un livre très intéressant, très facile à lire. Et pourquoi je voulais vous en parler? C'est parce que il y a pas mal comme ça de concepts très intéressants dans ce livre. Euh, et quand on creuse, vous savez, un petit peu comme ça pour comprendre d'où viennent ces espèces de motivations que l'on a, il faut comprendre un concept qui s'appelle, hop, le concept du porte-parole. Alors, qu'est-ce que c'est que le porte-parole? Ils disent que c'est porte-parole ou press release. Vous savez, les personnes en fait qui sont en charge dans les gouvernements ou dans les entreprises de communiquer des informations, ce sont eux qui sont directement en relation avec le monde extérieur.
de l'entreprise ou de l'État, s'il s'agit du porte-parole du gouvernement par exemple. Et il faut savoir en fait que ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement toutes les informations, mais qui ont les informations, on va dire, de haut niveau, et qui les ont de manière globale, et qui sont capables euh, de converser avec le monde extérieur lorsque le monde extérieur pose des questions sur, je sais pas moi, la politique intérieure, les choses comme ça. Et pourquoi finalement on parle du porte-parole du gouvernement ici? C'est parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a dans notre cerveau, et encore une fois je parle du cerveau, je vais remettre le cerveau, dans notre cerveau, il y a un module qui va intégrer des informations passées et présentes. Ok? Donc, ces informations passées, présentes, ce module va les interpréter. Donc, d'ailleurs, il s'appelle un module interprète. Il va les interpréter et il va raconter des histoires. Il va prendre des bribes d'informations comme ça et il va être en charge de créer un narratif. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il crée un narratif des deux côtés, donc pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Mais pour l'extérieur, c'est encore plus important, c'est pour ça qu'on parle effectivement de ce porte-parole des relations publiques. Par contre, ce qui est dérangeant avec le module interprète, c'est de se dire que qu'est-ce que c'est le module interprète pour nous? Le module interprète de notre cerveau, c'est notre conscience. C'est la conscience de soi. C'est ce que vous pensez, ce que vous savez de vous-même. C'est ça le module interprète. Donc toutes les histoires finalement, toutes ces espèces de notions, cette interprétation que vous avez de vous-même, même si vous faites de l'introspection, c'est votre module interprète qui vous raconte une histoire à propos de vous-même. Et non pas le vrai vous-même. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. D'ailleurs, il y a des très bons livres qui s'appellent Étrangers à nous-mêmes, que je compte lire aussi sur cette chaîne, donc dont je vous parlerai. Mais il faut savoir en fait que le rôle de ce module interprète, il sert finalement de garde-fou. C'est un garde-fou parce que je vous ai dit qu'il y a plein d'informations qu'il est obligé de puiser ici et là, mais c'est un garde-fou finalement de tous ces réels motifs qui seraient finalement pas très avouables. Donc ce sont des sujets des motivations qui ne seraient pas très intéressantes. On va dire qui ne seraient pas très euh, euh, glorifiantes, on va dire, à savoir pour nous. Donc dans le livre, l'éléphant dans le cerveau, on va essayer de comprendre finalement toutes ces motivations. On va avoir un peu de tout, hein. On va parler de langage corporel, on va parler de la conversation, donc qu'est-ce qui se passe entre des individus lorsqu'ils parlent, et finalement à quoi ils pensent, et quelles sont ces choses-là qui se produisent pendant une conversation. On va parler du statut de l'art, qu'est-ce que ça vaut, l'art pour nous, par exemple, pourquoi euh, on est obligé quand on achète une œuvre d'art, on n'achète pas l'œuvre elle-même, on achète toute l'histoire qui entoure l'œuvre. Et pourquoi? Parce que ce sont encore des histoires qu'on se raconte, mais il y a toute une partie effectivement sociologique, et il y a même des exemples pris dans la nature avec d'autres espèces. On va se poser la question aussi sur la médecine. Euh, à quoi finalement la médecine renvoie, et pourquoi on a une réalité altérée de la médecine dans notre société. Tout ça, ce sont des motivations. Pourquoi on utilise la médecine alors qu'elle pourrait peut-être être utilisée autrement? Il y a évidemment la religion, que je ne vais pas aborder ici, mais c'est des sujets, pourquoi pas une fois, un jour, on pourra aborder sur la chaîne. Il y a la politique aussi, très très proche, politique, religion. Et mais par contre, voilà, j'aimerais attirer votre attention sur des petits exemples bien précis dans le livre qui m'ont interpellé, même si tous ils m'ont à peu près interpellé. Par exemple, le rire. Le rire, euh, beaucoup de gens s'y sont intéressés. Récemment, d'ailleurs, il y a
le, le philosophe, enfin le professeur en philosophie, le précepteur Charles Robin. Je vous invite à regarder d'ailleurs je crois que c'est sa dernière vidéo qui en parle du rire. C'est très très intéressant. C'est d'ailleurs l'un de mes éditeurs de contenu, créateurs de contenu préférés. Et pour revenir à ça, donc je vous disais que beaucoup de gens s'y sont intéressés. Il y a beaucoup de théories sur pourquoi on rit, quel est le rôle du rire, à quoi ça sert, et surtout quel est l'impact. Donc, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a une première école avec des philosophes comme Platon, Aristote, Hobbes et Descartes aussi, pour qui le rire serait une espèce d'établissement de la supériorité. Voilà. Donc le rire, c'est adressé aux autres pour montrer finalement, pour peut-être vous savez, surtout quand on l'utilise pour tourner les gens en dérision ou pour les moquer. Voilà, des exemples comme ça. Le rire servirait finalement à vous placer socialement vis-à-vis des autres. Il y a aussi une autre théorie, c'est celle de Freud, Herbert et Spencer, pour qui le rire serait une soupape de pression. Donc vous savez, quand vous montez comme ça sous pression, vous êtes tendu parce qu'il y a un événement qui va se produire. Et le rire, ça se voit d'ailleurs quand vous regardez des films, souvent vous allez voir, il y a une espèce de montée comme ça dans le scénario, une montée en tension. Et puis, il va y avoir une blague d'un des personnages. Ou pareil pour un livre, il va y avoir comme ça une petite plaisanterie qui va être sortie et hop, ça va relâcher la pression. Et vous allez en rire de plus belle, justement. À cause de la... Mais du coup, le rire, selon justement Freud, serait la conséquence de la tension. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième théorie. Après, il y a une troisième théorie, c'est celle des philosophes et économistes Kant et Schopenhauer. Donc, selon eux, le rire serait une réaction à une agression. Donc, une agression ou une violation de nos attentes. Vous attendez à quelque chose, cette chose-là ne se produit pas. Et donc, du coup, c'est une violation de ce à quoi vous vous attendiez qui va déclencher un rire. Un petit peu comme, vous savez, les ressorts comiques. Quand un comédien fait une blague, qui va souvent être peut-être limite, je sais pas, il va vous emmener sur un terrain et souvent, il va sortir une phrase qui sera complètement hors de propos, qui ne va pas avec le reste. Et c'est cet élément-là qui va vous faire rire. Donc, voilà. Je sais pas comment, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ça, mais voilà, ça, ce sont les théories. Et puis, en fait, finalement, l'auteur du livre qui dit que le rire, avec les recherches qu'on a fait aujourd'hui, le rire, c'est un petit peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça dans le rire. Donc, c'est... mais pour lui, c'est principalement euh, l'observation d'un comportement social. Voilà, donc c'est un comportement social évolué. Donc, au final, il reconnaît qu'on en sait très peu sur nos rires, mais par contre, nos cerveaux, eux, ils savent exactement quoi faire du rire. Donc, ils savent à quel moment rire, ils savent comment interpréter le rire des autres, alors que nous, finalement, consciemment, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais il y a tout un panel de choses, et c'est vraiment très bien expliqué dans le livre, et aussi ce à quoi ça peut, ça peut renvoyer. Vous savez, le rire entre des personnes qui sont attirées les unes par les autres. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les petits rires niais, bah, c'est ça. Un deuxième concept dont je voulais vous parler, c'est celui de la charité. Donc la charité, vous savez, la générosité, le fait euh, de vouloir effectivement être altruiste, de donner à l'autre. Voilà, ce genre de choses-là, a priori, c'est quelque chose de positif. Mais est-ce que c'est finalement quelque chose que notre conscience, maintenant qu'on sait qu'on a un module qui interprète pour nous,
et qui nous donne une version des choses, est-ce que c'est finalement le motif derrière lequel, est-ce que c'est vraiment on fait tout ça par altruisme? Alors il semblerait que faire du bien, en tout cas donner quelque chose, nous donne quelque chose en retour. Donc, déjà en soi, il y a un échange. Donc donner quelque part vous procure une sensation de bien. Mais il y a d'autres motifs. Il y a des motifs, et je vais vous donner un exemple en fait avec ce monsieur, juste là. Donc Peter Singer, philosophe, regardez-le bien, il sourit, parce que dans un moment, vous n'allez pas rire. En fait, il prend un exemple, l'exemple d'un... donc il a écrit un essai qui s'appelle Famine, influence et moralité. Et il commence en fait finalement le livre, enfin l'essai, par prendre l'exemple d'un gamin. Imaginez, donc vous avez un gamin, vous êtes là, vous êtes à, je sais pas, à la plage, ou ouais, on va dire à la plage, et puis vous êtes dans l'eau, et juste en face, il y a un gamin en train de se noyer. Vous êtes en train en fait vous êtes témoin de cette scène. Alors, spontanément, vous allez partir, vous allez avoir finalement deux décisions, une décision à prendre. Soit vous allez l'aider, soit vous ne l'aidez pas. Mais évidemment, c'est inconcevable de ne pas l'aider. Ce serait inconscient et ce serait quelque chose finalement qui vous mettrait dans une position, enfin, qui dirait beaucoup de choses de vous. Mais, mais on va dire que c'est entendu que si un gamin est en train de se noyer à côté de vous, vous irez intervenir. Vous essaierez de faire ce que vous pouvez pour l'aider. Dites-moi dans les commentaires si vous le faites pas. Mais, euh, mais en parallèle, qu'est-ce qui se passe pour les millions de gamins qui sont dans la souffrance, que potentiellement vous pouvez aider, vous savez, ceux qui sont dans les pays en développement, mais que vous n'aidez pas? Pourquoi ça ne vous atteint pas de la même façon? Or, finalement, en proximité et immédiateté de l'action. Mais pourquoi? Et il appelle ça l'hypocrisie humaine quotidienne. Et on a plein d'exemples pour ça. On a même des exemples de récents, hein, vous savez, de choix, de causes. Par exemple, entre ce qui se passe dans certains pays et puis pourquoi on préfère ces pays-là par rapport à d'autres. On a des motivations qui sont cachées, mais qu'on n'ose pas s'avouer. Donc, mais pour revenir aux motifs, il y a plusieurs motifs qui sont, on va dire, un peu cachés. Donc, on a un critère de visibilité. Vous savez, lorsque vous faites un don, vous voulez que ça se sache. Parce que vous voulez que la société le remarque et vous voulez que la société vous en félicite. Voilà. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi la pression des pairs. Donc, lorsque vous faites un don de personne à personne, vous serez plus incité à le faire que, par exemple, à une campagne en ligne de la même association. S'il y a une personne en face de vous qui, effectivement, vous demande de l'argent, juste comme ça, je dis pas que vous allez le faire systématiquement, mais je dis en tout cas il y aura plus de chances pour que vous contribuiez, que vous fassiez cette donation que via une campagne en ligne. Un autre motif, c'est celui de la séduction. Et celui-là, il est un peu... finalement, c'est the motif caché, puisque c'est en faisant une donation, on se montre sous un jour plus généreux, et un jour, et quelque part d'un côté sociétal ou sociologique, on montre à la société qu'on est, en tout cas, on signale aux gens qui nous entourent, et en tout cas à la personne qui nous intéresse, que nous contribuons à la société et que nous sommes des personnes sur qui on peut compter. Donc voilà, ça, ce sont les motifs qu'on peut trouver sur les raisons pour lesquelles nous sommes charitables. Maintenant, je voudrais vous parler d'un sujet très très intéressant qui me tient en particulier à cœur. Et pourquoi je vais vous parler de ça? C'est parce que je vais vous faire bientôt une vidéo là-dessus. Donc ce sera je pense, la première vidéo de la chaîne qui ne traite pas directement d'un livre, mais de plusieurs livres. Donc il y a
plusieurs livres qui en parlent et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant finalement à faire, c'est se demander à quoi sert l'école, comment on pourrait, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans l'école et comment on pourrait améliorer ça. Donc, pourquoi on parle de l'éducation? C'est parce qu'on voudrait en fait se demander quelles sont les raisons principales pour lesquelles l'école existe. Pourquoi on l'utilise? Quelles sont nos motivations pour envoyer nos enfants à l'école? Alors, la première, comme vous pouvez voir, c'est la garderie. Oui, la garderie. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre enfant à l'école, vous vous libérez du temps, mais vous libérez aussi du temps à l'économie, enfin, en tant qu'agent économique, puisque vous allez contribuer à l'économie et il vous faut du temps pour ça. Si vous passez votre temps à vous occuper de vos enfants, vous ne pourrez pas contribuer à l'économie. Donc, l'école, c'est aussi une garderie. Et à tout âge, ce sera comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est celle-là qui m'a intéressé plus particulièrement. Donc, c'est le signalement. Vous savez que c'est un secret de polichinelle de dire que 95% de ce que vous apprenez à l'école, enfin des choses que vous avez apprises, vous ne pourrez pas les transférer. Ce sont pas on va dire des compétences ou du savoir transférable, ou alors que vous ne saurez pas comment le faire. Donc on pourrait vous apprendre à comment le faire, mais vous ne savez pas nécessairement comment le faire. Moi, le premier, j'ai appris beaucoup de choses dans plein de matières, des dates en histoire, des choses comme ça, mais ça ne me sert à rien du tout parce que c'est pas transférable. Et je dis que c'est un sujet de polichinelle, mais c'est aussi un sujet qui est à débat. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais pourquoi dans ce cas-là on force nos enfants à mémoriser les choses? Pourquoi on force les gens à apprendre euh, par cœur? Ce que je peux vous dire, c'est que le diplôme que vous allez avoir à la fin de votre éducation, bah, vis-à-vis de votre employeur, le message que vous allez envoyer, c'est non pas au sujet de ce que vous avez appris, mais de comment vous l'avez appris et de vos aptitudes. En clair, ce que je veux dire par là, c'est que vous envoyez au marché du travail le message, donc vous vous signalez en tant que personne capable d'endurer des heures de travail, de s'organiser en coopération, d'apprendre rapidement des compétences et de faire des choses. Quand vous apprendrez ces compétences, vous les apprendrez dans un temps très réduit. Donc voilà, c'est tout ce qu'on demande finalement à un salarié. C'est ce que l'école vous prépare. C'est ce à quoi l'école vous prépare. Euh, un autre aspect, c'est la propagande. Donc, vous savez, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, l'éducation, c'est un sujet de priorité. Pourquoi? C'est parce que l'école, c'est aussi un vecteur de propagande. Donc, l'éducation suit toujours un programme. Et le programme, il soutient la vision politique de la société auquel adhère le pouvoir en place. Donc si on considère chaque enfant comme un projet pour la société, c'est évident qu'il y aura un travail de propagande pour forger la conscience, les consciences politiques ou républicaines, appelez ça comme vous voulez, des enfants qui deviendront ceux après qui travailleront dans ce système. Donc plus ils seront préparés à ce système, plus ils seront aptes à le défendre. Donc l'école, c'est aussi de la propagande. Il y a un avant-dernier, donc c'est la domestication. La domestication, donc vous savez, l'école, c'est le moment où l'enfant va rencontrer l'autorité. Donc, je ne parle pas de votre autorité à vous, autorité parentale. Je parle de l'autorité justement qui n'est pas l'autorité parentale. Donc, les enfants vont se confronter aux règles, aux règlements, aux devoirs, et ce sont des règles qui sont suivies par tous. Ça vous rappelle rien? Voilà, c'est ça. Donc en gros, d'ailleurs au collège, vous savez le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est,
Je crois même que vous devez le signer. Donc, déjà, vous devez coopérer. Et c'est une façon finalement de préparer cette jeunesse à se soumettre à l'autorité en place, en rendant des comptes aux professeurs, en rendant des comptes aux directeurs d'établissement, sans compter qu'ils vous rendent des comptes aussi. Donc c'est une façon finalement de les préparer à ce qui va suivre avec la justice, la police, l'administration, toute autorité possible, finalement, étatique, elle va commencer là. Et puis, à quoi sert l'éducation? Bah, ça sert aussi finalement à vous préparer à la vie en société. C'est un sujet qui est abordé dans le livre de l'éducation, pardon, de l'intelligence émotionnelle, et très intéressant. Je vous conseille je vous conseille de le lire, encore une fois. Pas mal du tout. Et vous verrez que l'empathie se développe aussi à ce moment-là. Et des enfants qui ont reçu une éducation directement chez leurs parents et qui n'ont pas été en contact avec d'autres enfants, ce sont des enfants qui n'auront pas euh, à, qui ne pourront pas apprendre à se comporter en société. Et ils vont l'apprendre sur le tard. Et malheureusement, il y a peut-être des mécanismes euh, dont ils vont manquer et qui devraient leur permettre finalement d'évoluer normalement en société. Donc, l'école aussi sert à ça. C'est pour ça que l'école publique est très riche, très variée, puisque il y a beaucoup de profils différents. Et l'enfant, en voyant tous ces profils différents, pourra effectivement avoir une idée de à quoi la société ressemble. Tout type de profil démographique, etc., etc. Donc, l'école aussi sert à ça. J'imagine qu'il y a bien d'autres sujets sur lesquels on peut effectivement discuter sur l'école, mais vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo spéciale. Alors, je vous conseille des livres si le sujet vous intéresse particulièrement. Il y a Système 1, Système 2, dont on va parler à un moment donné sur cette chaîne. En anglais, c'est Think Fast and Slow. Finalement, ce sont nos deux parties de notre cerveau qui cohabitent et qui constamment sont, vous savez, qui sont pas en conflit, mais qui se succèdent dans les décisions que l'on prend et qui expliquent beaucoup de choses. On a également de Daniel Goleman, donc celui qui a écrit l'intelligence émotionnelle, The Brain, donc le cerveau, pas mal du tout, et celui à côté, que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle The Righteous Mind. Pourquoi des gens bien sont divisés par la politique et la religion. Tout un sujet. Voilà. C'est déjà la fin. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. On va parler en fait de ce livre. C'est un livre que j'ai trouvé qui... c'est un peu sur le même sujet que Sapiens de Harari. Et celui-là, apparemment, c'est une vision un petit peu plus positive des choses. Donc, je vous dirai ce que c'est. Bon, c'est un pavé. Donc, j'espère que j'aurai en une semaine le temps de le lire. On verra bien. Je vous remercie. N'oubliez pas, abonnez-vous. Très important. Ça aide la chaîne. Ça nous aide également. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, likez cette vidéo. Et à bientôt.